dernier, Manon, 19 ans, part dîner et dormir chez une amie. Mais au cours de la soirée, Dylan, son ex-petite amie, souhaite absolument la voir. Il insiste, Manon finit par accepter sans se douter de ce qui l'attend. Les heures passent et l'amie de la jeune femme s'inquiète de ne pas la voir revenir. Jusqu'au petit matin, Manon est injoignable. Sa mère tente aussi de l'appeler, mais elle n'obtient aucune réponse. En revanche, plusieurs amis de la jeune femme reçoivent de curieux messages de la part de Dylan. Il dit qu'il doit emmener son ex-copine à l'hôpital. Et un peu plus tard, il dira finalement qu'elle est morte. Mise au courant de ces échanges, la famille panique, appelle la gendarmerie pour signaler la disparition de Manon. Et en fin de matinée, c'est l'horreur. On leur apprend que Manon est bel et bien décédée. Dylan, lui, s'est rendu à la gendarmerie pour déclarer qu'il avait tué. Et le corps de la jeune femme a été retrouvé à l'arrière de sa voiture. Il était lardé de coups de couteau. Avant de recevoir la maman et la sœur de Manon en direct sur ce plateau, retour sur ce drame. Nous sommes à Vignacourt, dans la Somme. C'est ici que vit Manon, 19 ans. Une jeune fille pleine de vie, qui a grandi entourée de sa mère, son beau-père et ses deux petites sœurs. Elle travaille en intérim et vient d'entamer une formation dans la logistique. Tout semble lui sourire. Pourtant, le 28 juillet 2020, sa vie va basculer. Ce soir-là, elle doit dormir chez une amie. Mais au cours de la soirée, son ex-petite amie Dylan la contacte. Le jeune homme l'a quittée quelques semaines plus tôt, après 1 an et demi de relation. Mais il souhaite la revoir pour discuter. Malgré ses réticences, la jeune fille finit par accepter. Il passe donc la prendre en voiture. De son côté, l'amie de Manon s'impatiente. Les heures passent et elle ne voit toujours pas son ami arriver. Inquiète de ne pas avoir de nouvelles, elle tente de garder son calme. Et ce n'est que le lendemain, vers 7 heures, qu'elle décide de prévenir sa maman. En l'apprenant, la mère de Manon tente immédiatement de joindre sa fille, sans succès. D'autres amis tentent à leur tour de lui téléphoner. Mais en réponse, ils reçoivent d'étranges textos de la part de Dylan. Le jeune homme affirme avoir emmené Manon à l'hôpital avant de leur annoncer qu'elle est décédée. Les proches de la victime sont bouleversés. Ils contactent la famille de Dylan qui ne semble pas prendre la situation au sérieux. À 7h56, ils appellent donc la gendarmerie de Domart-en-Ponthieu pour signaler sa disparition. Mais rapidement, un terrible événement va venir briser tous leurs espoirs. À 8h30, dans la commune voisine, un jeune homme de 26 ans se présente à la gendarmerie d'Alincourt. C'est Dylan. Et il affirme avoir tué son ex-petite amie. Le corps se trouverait sur la banquette arrière de sa voiture. Les gendarmes fouillent le véhicule et constatent avec effroi que tout est vrai. Le corps de Manon se trouve bien à l'intérieur, couvert de plaies, probablement occasionnées par une arme blanche. Dylan est immédiatement placé en garde à vue pour homicide volontaire. L'autopsie, réalisée sur le corps de la jeune femme, confirme dès le lendemain que le décès a été causé par une suite de coups de couteau portés dans la région du cœur. Entendu par les autorités, Dylan reconnaît avoir porté les coups, mais nie avoir voulu tuer Manon. Le drame serait en fait survenu dans la nuit du 28 au 29 juillet dans la voiture. Une dispute aurait éclaté à propos d'une éventuelle reprise de la vie commune. Et se serait terminé en meurtre. Le jeune homme aurait ensuite utilisé le téléphone de Manon pour échanger avec ses proches, avant de se rendre au petit matin à la gendarmerie. Dans la foulée, la famille de Manon est appelée par les gendarmes
Il leur annonce que la jeune fille est décédée, sans plus d'explications. Encore sous le choc, ses proches sont convoqués pour une audition. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Manon. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes la sœur de Manon. Je vous remercie particulièrement parce que c'est vrai que c'est très récent. Ouais. C'est un drame qui s'est passé il y a quelques semaines. C'était à la fin du mois de juillet dernier. Donc j'imagine à quel point c'est douloureux pour vous d'en parler. C'est douloureux, mais il y a plein de choses en fait par rapport à la famille de victimes où on est considéré. Je trouve ça lamentable. Vous n'êtes pas considéré, c'est ça? On n'est pas considéré comme famille de victimes. On essaye de chercher, d'essayer de trouver des solutions, qu'on puisse m'apporter parce que c'est une chose où vous vivez pas tous les jours. Et j'ai personne. J'ai pas de suivi psychologique, j'ai rien. Et on oublie trop souvent les victimes. On le voit. Hélas, ici, c'est-à-dire qu'on pense aux personnes qui ont été agressées, souvent, mais assez peu aux gens qui sont autour. Et vous avez le sentiment d'être un peu seul aujourd'hui. Oui. On va parler de Manon, d'abord, si vous voulez bien. Elle avait 19 ans au moment des faits. Oui. Elle vivait avec vous. Oui. Il y a eu un premier drame dans sa vie, c'est quand à 7 ans, elle avait perdu son papa. C'est ça. Et c'est quelque chose qui l'avait beaucoup marqué. Oui. Chaque fête des pères, chaque Noël, chaque anniversaire, c'était... Manon avait du mal avec cette séparation-là. C'était, pour elle, son papa c'était tout, ce qui est normal quand on est enfant. Mais au fur et à mesure du temps, on s'est reconstruit aussi. Donc avec Tiffaine, ils étaient beaucoup complices par rapport à ça, comme ils ont le même papa. Et voilà quoi. Vous en parliez entre vous, Tiffaine? Oui, beaucoup. Comment dire, on était fusionnels par rapport à ça, puisque notre père, voilà quoi, c'était... mon père, ma soeur, c'est la seule chose qui m'a laissé en fait. Et quand il est parti, ça a fait un énorme choc, quoi. Du coup, on était... je sais pas comment... Qu'est-ce qu'elle vous disait, en fait? Ça lui manquait dans son quotidien? Ouais. Et que même s'il était parti, elle et moi, ça changerait pas, quoi. Vous étiez très proche d'elle? Oui. Vous parliez de quoi ensemble? De tout. Quand elle sortait avec ses amis, souvent j'étais avec elle. Après, quand on n'était pas ensemble, elle m'appelait ou alors je l'appelais. Tout le temps, on restait en contact. Elle était très proche de vous? Oui. Aussi. Je crois que vous étiez un peu sa confidente? C'est ça. J'étais sa mère et son amie aussi. Et elle aussi, elle vous parlait de son quotidien, de son travail, de ses amis? Tout le temps. Même les choses qui pouvaient, en tant que mère, on a des fois du mal à accepter, tiens, j'ai fait ça, on lui dit, non, c'est pas bien. Si c'était pas bien, elle me le disait aussi. Elle enchaînait des petits boulots en intérim? Oui. Et elle venait de commencer une nouvelle formation? C'est ça. Elle voulait passer ses CACES pour travailler en usine. Et puis elle aimait la nature? Oui. Aussi beaucoup? Oui. Elle marchait beaucoup? Elle aimait la vie, en fait? Oui. Elle marchait beaucoup. Très récemment, ça a été beaucoup quand il y a eu le confinement, où les jeunes ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Donc, elle allait marcher beaucoup avec son beau-père. C'est vrai que elle était célibataire, en fait, en réalité, au moment des faits, parce que elle avait passé 1 an et demi avec Dylan. C'est ça. Il y avait eu une rupture. Et alors, c'est une rupture qui était à son initiative? C'est ça. Le 16 juin, parce que Dylan venait régulièrement chez moi, il est arrivé et il lui a annoncé que tout compte fait, c'était sa meilleure amie. Il l'a considérée comme la meilleure amie depuis 3 semaines. Donc il préférait arrêter là. Et vous réagissez comment quand il dit ça? Moi, en fait, du coup, Manon, comme c'était tard, parce que déjà, il est arrivé souvent tard chez moi, Manon m'a envoyé un message en me disant « Maman, je suis partie chez une copine, je vais pas bien. » Mais à l'heure où elle me l'a envoyé, moi, je dormais. Donc, le lendemain matin, je suis allée la réveiller, je lui dis « Manon, alors, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit « Dylan m'a laissé tomber. » Je dis « Ah bon ?» Après 1 an et demi. Voilà, c'est ça. Et je lui dis quelle est sa cause, en fait, et c'est là où elle m'a dit, il me considère comme sa meilleure amie, ça fait 3 semaines. Elle était triste, en fait, de cette rupture?
Triste, mais après, je lui disais, tu sais, Manon, t'es jeune. Si, voilà, il a décidé que, c'est que vous étiez pas fait pour être ensemble et c'est tout. Parce que Manon était pleine de vie, donc je savais très bien que, bon, à l'âge de 19 ans, on va pas se marier. Donc, elle était triste, mais je lui ai donné la force de pouvoir ressortir avec ses amis pour pas qu'elle reste enfermée à s'apitoyer sur son sort, quoi. Vous pensez quoi de Dylan, vous, puisque visiblement vous le voyez régulièrement, vous en pensiez quoi? J'ai jamais eu de soucis avec lui. Jamais une C'est un garçon parole. qui semblait gentil. Ouais. On parle bien évidemment avant les faits. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est un garçon qui vous semblait gentil, qui s'occupait bien Gentil, de ouais. votre fille. Ouais. Il n'y avait aucune parole au-dessus de l'autre. Il n'y avait jamais, jamais de dispute. Il n'y avait jamais rien, quoi. Jamais. Tiphaine, elle vous disait quoi de Dylan, votre sœur? Qu'elle l'aimait, enfin, elle était heureuse avec, et enfin, jamais on aurait pu penser qu'il... Vous les aviez vus ensemble, tous les deux? Vous aviez le sentiment que ça se passait bien? Oui, oui, oui. Elle avait toujours le sourire, enfin, il n'y a pas de chose qui fait que j'ai vu qu'elle était mal avec, quoi. Il n'y a pas eu d'alerte, en fait. Voilà. Alors, visiblement, quand même, mais ça, je pense que vous l'avez appris après, qu'il avait un petit passif, Oui, qu'il avait eu quelques problèmes avec la justice, mais c'est ça. il est toujours resté très flou là-dessus. C'est ça. Ça vous a jamais inquiété? Non, parce que je me dis, voilà, quand on est jeune, tout le monde fait des bêtises. Hein, c'est pas pour autant qu'on va les mettre de côté. Vu son comportement où il était vraiment pas méchant, voilà, toujours à l'écoute aussi. J'ai jamais trop posé de questions en fait. Dylan, vous aviez entendu parler aussi des problèmes qu'il avait pu rencontrer? Juste après qu'il se soit passé ça, enfin, j'ai vu dans les journaux tout ça, quoi. Vous l'avez appris par la presse, en fait. Voilà. Alors, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que c'est Dylan qui provoque la rupture. C'est lui qui dit à Manon, bah, finalement, j'ai plus envie, au bout d'un an et demi, qu'on soit ensemble, je te considère plus comme mon ami. Mais il va revenir. Il va revenir vers elle. Et il dit quoi? Il dit qu'il s'est trompé? Non, il vient avec des fleurs, il vient avec des chocolats, alors qu'au bout d'un an et demi, Manon n'a jamais rien obtenu de ça. Donc je disais à Manon, tu sais, voilà, il faut faire attention, quoi. Dis-lui que voilà, si tu veux plus, c'est tout. Il faut lui faire entendre. Donc elle me dit, oui, maman, je lui ai dit que non, je veux bien qu'on reste amis, voilà. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas envie, elle, de recommencer, même si la rupture, elle en avait un peu souffert. Ouais, non. Elle s'était dit, c'est terminé. C'est terminé. Et lui, en revanche, c'est lui qui revient en disant, bah, j'aimerais bien qu'on recommence. C'est ça. Et pourquoi elle refuse? Parce que elle se dit, enfin, le comportement de Dylan, c'est, il venait tard le soir chez moi. Il prévoyait des choses avec Manon, un samedi après-midi, d'aller faire des choses. Je disais à Manon, bah viens avec moi, on va aller sur Amiens, on va aller se faire les magasins. Elle me dit non, non, Dylan va arriver. Alors que je rentrais à 18h, elle était toujours à la même place. Et elle attendait. Et elle attendait. Donc à force d'attendre, je pense qu'elle s'est dit aussi que c'était pas une relation pour elle non plus. Ce 28 juillet dernier, en fait, elle doit passer la nuit chez une amie? C'est ça. Donc elle va chez son amie. Dylan vient la chercher entre 20h30 et 21h. Manon demande si sa copine peut venir avec eux. Il dit non, non, j'en ai pas pour longtemps. Donc elle s'est pas méfiée, Manon, puisque il a jamais eu de gestes déplacés, il a jamais été méchant. Donc elle est montée avec. Et le lendemain matin, j'ai son amie qui m'envoie un message en me disant « Isabelle, il faut que je vienne vous voir ». Donc je lui réponds « Tu me fais peur ». Elle me dit « J'arrive ». Elle est arrivée, elle m'explique. Elle me dit qu'elle a envoyé d'énormes messages à Manon. Et Manon, quand on lui envoie un message ou on l'appelle directement, elle répond. Et là, elle répondait pas. Et donc elle me montre les messages, hein, et là, Dylan envoie des messages en disant « Je m'en vais l'amener à l'hôpital ». Donc moi, paniquée, j'ai commencé à appeler la gendarmerie, j'ai appelé ses parents aussi, où il semblait pas, voilà, je pense qu'il réalisait pas ce que je disais. Vous avez appelé les parents de Dylan? Oui, c'est ça? oui, j'ai appelé en disant « Voilà, votre fils est venu chercher ma fille, il l'a pas ramenée ». On m'a répondu mais non, vous dramatisez, ils sont partis à l'hôtel pour se réconcilier. J'ai dit mais attendez, il envoie des messages avec le téléphone à ma fille et il dit elle est morte. C'est-à-dire qu'il a commencé par dire elle est blessée, je l'emmène à l'hôpital. Et après, puis les messages ont évolué, elle a dit elle est morte. C'est ça.
Donc après, on a essayé de chercher. On s'est dit peut-être oui, ils ont peut-être raison. Donc les amis de ma fille étaient chez moi et on a cherché, on a appelé tous les hôtels qu'il y avait dans les environs. Donc j'attendais encore puisque quand j'ai appelé la gendarmerie, ils sont venus. Ils m'ont demandé une photo de ma fille. Ils m'ont demandé une photo de Dylan. Ils m'ont dit que c'était pas la peine, ils en avaient déjà une. Et après, ils m'ont dit bon, on va aller à la brigade, on va appeler des renforts, on vous rappelle, on va essayer de localiser son téléphone, on vous rappelle. J'ai rappelé entre deux. La bonne chose, en tout cas, c'est qu'ils ont pris ça au sérieux très vite. Oui, au début. Ils vous ont pas dit de patienter, parce que très souvent, la réponse c'est attendez, elle est adulte, il faut attendre 24 heures, 48 heures. J'ai eu peur, en fait. Ouais. Et là, ils vous ont pris au sérieux très vite. Oui, parce que je lui disais qu'il envoyait des messages en disant qu'elle était morte. Et après, ils sont retournés à la brigade et je voyais que c'était super long. Donc, j'ai rappelé à 10 heures. Je lui dis, est-ce que vous avez des nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. Et à 11 heures, ils sont venus et ils m'ont annoncé le décès de ma fille. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont arrivés, ils m'ont dit asseyez-vous. Je lui ai dit si vous êtes là, c'est pas pour me dire on a retrouvé votre fille. Et là, ils m'ont fait asseoir et ils m'ont dit, alors je lui ai dit comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas le droit de vous le dire. Donc ils ont voulu m'auditionner tout de suite avec mon conjoint, sauf que j'étais pas en état de pouvoir dire quoi que ce soit. Ils sont venus. Vous vous effondrez à ce moment-là. Vous comprenez que c'est Dylan qui l'a tué? C'est ça. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Tout. De la haine, de tout. De tout. Vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous. Je me dis, c'est pas possible qu'il ait fait une chose pareille. J'imaginais pas, en fait. Tiffaine, vous la prenez comment, vous, que votre sœur est morte? J'étais partie avec ma voisine, du coup, pour chercher, dans les petits chemins, tout ça, voir si on pouvait la retrouver. Et à ce moment-là, je vois ma mère qui m'appelle. En fait, c'était pas ma mère, c'était les gendarmes qui étaient chez moi. Ils m'ont dit de rentrer calmement, tout ça. Et quand je suis rentrée, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et j'ai vu ma petite sœur pleurer, j'ai vu ma mère pleurer. Je me suis dit, bon, ça y est, quoi. Et en fait, le gendarme me dit, on a retrouvé votre sœur, elle est bien morte, quoi. Et du coup, là, franchement, je m'effondre carrément au sol, quoi. Et c'est quelque chose que je vis très mal. J'ai l'impression que vous êtes en train de revivre ce moment. Oui. Et depuis, c'est le fait de ne pas avoir de réponse à mes questions. Oui, parce qu'à l'annonce du décès de Manon, bien sûr, il y a d'abord le choc, l'incompréhension, puis l'immense tristesse qu'on imagine forcément. Pourtant, vous devez faire face, car un combat judiciaire vous attend. Vous voulez que justice soit rendue pour Manon, bien sûr, mais vous n'allez pas être au bout de vos peines. Après avoir été auditionnés, les proches de Manon portent plainte pour homicide et décident de prendre un avocat. Le 31 juillet, au terme de sa garde à vue, Dylan est déféré. Et une information judiciaire est ouverte. Tout s'enchaîne très vite et la famille est complètement sonnée. D'autant plus que ce ne serait pas la première fois que l'ex de Manon est confronté à la justice. Dylan aurait déjà été condamné en 2017 à 10 mois de prison, dont 8 fermes, pour des faits de harcèlement téléphonique envers une ex-compagne et de dégradation par incendie de véhicule de ses beaux-parents. Des actes graves qui avaient entraîné son exclusion de la gendarmerie nationale dans laquelle il était engagé depuis 2016. Pour les proches de Manon, c'est un cataclysme. Mais un long combat judiciaire les attend. Au fil des semaines, ils n'ont que peu de nouvelles de l'avancement de l'enquête et ne parviennent pas à récupérer les effets personnels de la jeune fille. Une situation terriblement frustrante pour ses parents. Les obsèques de Manon ont lieu le 4 août. Beaucoup de personnes sont présentes pour lui rendre hommage. Et le lendemain, une marche blanche est organisée dans la commune, à Vignacourt. 200 personnes se rassemblent, toutes vêtues de blanc et de bleu, ses couleurs préférées.
En août, la famille de Manon se constitue partie civile. Ses proches espèrent ainsi obtenir plus d'informations et surtout un procès digne de ce nom. Mais malheureusement, cette audience tant attendue n'aura jamais lieu. Le 8 septembre, l'ex-compagnon de Manon est retrouvé pendu dans sa cellule à la maison d'arrêt de Beauvais. Pour la famille de Manon, c'est le coup de grâce. Ils ne comprennent pas comment un tel drame a pu arriver. En colère, ils sont aujourd'hui rongés par un sentiment d'injustice. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Isabelle, la maman de Manon, et Tiffaine, sa sœur. Dylan a été placé en garde à vue, il a été incarcéré. Et à ce moment-là, alors autant les choses sont allées assez vite pour vous et de façon assez claire au départ. À ce moment-là, vous avez été confronté à la machine judiciaire. C'est ça. Et là, les choses ont commencé à être beaucoup plus compliquées pour vous. C'est ça. Déjà, le fait que on est tombé pendant les vacances, du coup, je savais pas quoi faire, donc je suis allée au palais de justice, savoir un peu comment ça se passe. Et je suis arrivée là-bas et il n'y a pas d'empathie, il n'y a rien. J'ai eu aucun renseignement, me dire juste prenez un avocat. On m'a pas donné de liste, on m'a pas dit il faut prendre un avocat comme ça, un avocat comme ça. Et après j'ai demandé s'il y avait une aide psychologique parce que j'ai quand même encore une fille de 11 ans aussi. On m'a dit allez au bureau d'aide aux victimes, c'est ce que j'ai fait, sauf que le psychologue, je l'ai appelé une fois, il m'a donné un rendez-vous, il m'a dit je vous envoie tout par SMS, mon adresse et tout, et j'attends encore en fait. Donc là, j'y suis allée avec mon conjoint au palais de justice et on lui a clairement dit qu'il fallait faire attention à ce qu'il disait parce qu'il n'y avait pas de filiation de sang avec ma fille. Donc là, je me suis dit, mais attendez, on est victime, quoi, on n'est pas coupable. Donc là, vous vous dites, voilà, on arrive dans des procédures où c'est pas quelque chose que vous vivez tous les jours, surtout l'assassinat de votre enfant, vous le vivez pas tous les jours. Donc là, j'étais perdue, en fait. Il n'y avait personne pour vous orienter, Personne. il n'y avait personne pour vous aider. Non, personne. Et puis, il y a ce besoin de comprendre aussi, Oui, de comprendre pourquoi Dylan a fait ça. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un début d'explication non, on n'a rien. dans ce qu'il a dit Non. aux enquêteurs? On sait rien du tout de l'enquête. Vous êtes porté partie civile? Oui, ouais. Vous avez eu accès au dossier? Non, pas encore. On n'a toujours rien. Donc pour nous, c'est énormément long. Maître Sandrine Pégan, il faut peut-être expliquer, parce qu'encore une fois, forcément, personne n'a l'habitude et ne sait ce qu'il faut faire dans des cas comme ça. On se retrouve dans des situations terribles où on se prend sur la tête la mort d'un proche, la mort d'une sœur, la mort d'une fille. Et en plus, on est confronté au système judiciaire qu'on ne connaît pas, parce que vous n'aviez pas d'avocat, bien évidemment, vous ne savez pas à qui vous adresser, et on ne sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques et vous le disiez très justement, Isabelle, quand on n'est malheureusement pas confronté à ce genre de choses, quand on n'a pas l'habitude, quand on est néophyte face au système judiciaire, comment faire? Alors vous avez eu les bons réflexes parce que vous êtes déplacé au palais de justice, mais malheureusement c'était pendant les vacances judiciaires. Donc qui dit vacances judiciaires dit effectif réduit. Donc ce qui veut dire que normalement vous auriez dû avoir un accueil plus chaleureux, avec beaucoup plus d'empathie. On aurait dû aussi vous indiquer les démarches administratives et aussi judiciaires à mener. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir accès à une liste d'avocats spécialisés dans le droit pénal pour ça existe normalement, ça? Bien sûr, oui, tout à fait. On a accès à ça normalement. Au sein de chaque tribunal, vous avez une permanence, c'est ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, vous avez aussi le bureau d'aide aux victimes, et il y a une liste d'avocats qui peuvent être désignés comme commis d'office et dans chaque spécialité. Donc ça peut être aussi par rapport aux juges, aux affaires familiales, ça peut être au droit pénal, et en ce qui nous concerne, c'est le droit pénal. Donc normalement, vous auriez dû être orienté, il y aurait dû avoir une prise en charge. Et je sais que là où la justice est aussi défaillante, c'est que finalement, le soutien psychologique auquel vous espériez aussi avoir accès, eh bien, il n'est pas effectif parce que finalement, vous n'êtes pas considéré, et je vais même dire pas considéré comme victime directe. C'est victime indirecte. Et c'est ça où le bas blesse. Et on essaye, nous, en tant qu'avocats, de faire en sorte aussi que les choses avancent à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi la famille qui doit être considérée, qui doit être prise complètement en charge par ce soutien psychologique. Alors c'est peut-être pas... Oui. Justement, Stéphanie Germani, docteur en psychologie, on a le sentiment qu'on a des années de retard, au fond. Parce que cette détresse, on l'entend,
Et on entend régulièrement sur ce plateau les parents, les frères, les sœurs qui viennent nous dire « nous, on n'existe pas. Nous, on est broyés dans une machine judiciaire qu'on ne comprend pas, avec des délais qu'on ne comprend pas, avec des choses qu'on nous demande qu'on ne comprend pas, et personne nous vient en aide à nous. » Et là, les psys, ils ont un vrai rôle à jouer, mais simplement, visiblement, il n'y en a pas assez, ou la justice n'a pas les moyens. Ça pêche où ? Alors ça pêche finalement dans cette difficulté à travailler étroitement entre les hôpitaux cliniques, si je puis dire, psychiques, et la justice. Parce qu'effectivement, vous êtes une victime collatérale, et il faut savoir que dans chaque ville, il existe des CMP, alors centres médicaux psychologiques, c'est-à-dire que vous avez le droit de demander des soutiens psychologiques, des psychothérapies gratuites. Et lorsque vous appelez et vous expliquez la situation, la demande, en général, on est quand même prioritaire. Hein. Parfois, il y a de l'attente, parce que parfois, ils croulent évidemment sous les dossiers. Mais dans la réalité des faits, lorsqu'il y a une situation traumatique comme telle, vous pouvez être reçu rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Il faudrait presque qu'on donne à la fois une liste d'avocats, mais une liste de psy. Tout à fait. Quasiment. Enfin, il faudrait qu'il y ait les deux qui soient donnés aux familles. Tout à fait. Et même parfois, on est assez surpris que les gendarmes ou la police n'aient pas le réflexe de dire, finalement, dans votre ville, vous allez trouver un CMP, il y a toute une équipe, psychiatres, psychologues, infirmiers psy, qui vont pouvoir vous recevoir et faire un travail avec vous. Et je voulais revenir aussi sur la question du sens, qui est très important normalement dans la question du deuil. Là, effectivement, s'il s'est suicidé dans la prison, ça donne un flou. Pour quel motif? Alors moi, je ne connais pas la personne, donc je ne ferai que des hypothèses, travaillant moi-même en prison, et par rapport aux éléments qui ont été donnés dans le reportage, c'était sûrement une personne qui avait des difficultés à accepter la séparation. Oui, mais c'est lui qui... Alors, moi c'est ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que c'est lui qui, dans un premier temps, l'a voulu, la séparation. Parce que souvent, il y a des drames comme ça qui se produisent quand la personne ne supporte pas que l'autre s'en aille. Et moi, ce qui me surprend du point de vue psychologique dans cette affaire, c'est que dans un premier temps, c'est lui qui dit... Maintenant, t'es ma copine, on est amis simplement. C'est ça qui est étonnant quand même psychologiquement dans cette démarche. Alors, moi, ça me fait penser à un cas que je ne citerai pas. Lorsqu'il rompt, c'est pas un souci parce que c'est lui qui se débarrasse, c'est lui qui a la maîtrise de la rupture. Là, dans les premiers chefs d'accusation concernant l'auteur, il y a quand même l'idée qu'il a des antécédents, c'est-à-dire qu'il y a un harcèlement continuel avec une de ses ex-compagnes parce que justement, il ne comprend pas. Stop, non, c'est terminé, il y a une séparation, il y a une distance. L'harcèlement, ça montre bien un mouvement de toujours vouloir avoir la prise sur son ex-conjointe. Et donc là, dans cette situation, même si effectivement, au départ, c'est lui qui demande la rupture, on peut mettre l'hypothèse, et je dis bien l'hypothèse, qu'il revenait pour lui dire finalement j'ai réfléchi, je veux me remettre en couple, et peut-être que votre fille a tout simplement dit c'est terminé, moi je suis passée à autre chose, et potentiellement j'ai rencontré quelqu'un. Et là, on peut imaginer le basculement psychique, parce que c'est souvent comme ça qu'arrivent ce qu'on appelle les crimes passionnels. C'est insupportable d'imaginer qu'on n'aura plus la relation, et donc malheureusement le passage à l'acte peut s'articuler à ce moment-là. Et ce qui est terrible pour vous, Isabelle et Tiphaine, c'est ce suicide en prison, parce que ce suicide en prison fait qu'il n'y aura pas de procès, et c'est-à-dire que vous n'aurez jamais les réponses à vos questions. C'est ça. Quand vous avez appris, Isabelle, qu'il s'était suicidé, comment vous avez réagi? Je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris dans le sens où tout de suite on m'a dit voilà, je vous appelle par moi-même pour vous dire que monsieur s'est suicidé. Elle me dit il n'y aura pas de procès. Donc, en fait, ça veut dire, pour moi, ça veut dire que ma fille représente rien, en fait. C'est, voilà, on tue quelqu'un, on se tue, et voilà, on passe à autre chose. Quand on a appris le décès de Manon, au mois de juillet, ça a fait, je vais dire, le tour des journaux, les médias, et là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'en parle plus. Et ça, j'ai du mal à supporter. Parce que je me dis, voilà, il s'est suicidé, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Je suis, voilà, je vais pas plaindre non plus, mais le fait, ce qu'il a fait à ma fille, je pardonnerai jamais. Même si, voilà, Dylan était un garçon que voilà, j'avais une conversation ou autre, il a jamais eu un mot plus haut que l'autre, et limite je le trouvais respectueux. C'est une chose que je pardonnerai jamais. Je comprends bien ce que vous dites, Stéphanie Germani. C'est intéressant ce que dit Isabelle, qu'il exprime très bien en plus. C'est que il lui a pris sa fille, les médias en ont parlé, lui s'est suicidé, et là on a l'impression que la page est fermée.
en fait. Ça. C'est ce que vous voulez C'est ça. expliquer, c'est que finalement, on oublie sa fille, on oublie Dylan, il n'y a pas de procès, merci, au revoir. Et ça, psychologiquement, je la comprends. C'est insupportable. C'est insupportable parce que la vie de sa fille est partie, et aujourd'hui, ça ne compte pas. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de justice, et il n'y a même pas de coupable. Puisque, comme il n'a pas été jugé, Dylan, il n'est pas reconnu coupable. C'est ça. Alors, oui, en effet, les effets psychologiques sont gravissimes, puisque normalement le procès a une importance justement de reconnaître l'auteur, entendre en fait sa culpabilité, les raisons du passage à l'acte, mais aussi l'importance d'être reconnu en tant que victime. Le procès est un enjeu important pour pouvoir rentrer dans les processus de deuil. Et là, effectivement, tout se passe très rapidement, et malheureusement, on est face en fait à un grand désarroi, puisqu'on a l'impression que on va rester sans réponse et que tout disparaît. Donc, Et qu'il n'y a pas de coupable. Et qu'il n'y a pas de coupable, surtout. exactement. C'est ça, je trouve, qui est terrible psychologiquement, c'est qu'on se dit, il n'y a pas de coupable reconnu. Alors, il n'y a pas de coupable reconnu, j'essaie juste de prendre un peu de positif tout de même, cependant, il a avoué. Parce qu'il aurait été encore plus grave qu'il n'y ait pas de coupable, mais qu'en plus, ils disent, c'est pas moi. Là, au moins, vous avez quand même, alors c'est pas énorme, hein, je comprends bien et je compatis pleinement à la situation, mais au moins vous savez qui est l'auteur. Même si effectivement vous n'entendrez jamais la parole, c'est pas suffisant. Et il manque Je dis le pas du tout pourquoi. que c'est- il manque le Savoir pourquoi, qui bien est sûr. l'auteur, Bien sûr. ça dit pas pourquoi. Ouais, C'est ça qui est C'est pour ça que compliqué. j'ai essayé de donner des hypothèses pour être au plus proche en fait de la situation actuelle, mais effectivement, il va falloir être accompagné pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus de deuil, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas rester dans ce désarroi. C'est impossible. Ce qui est compliqué, maître Sandrine Pégan, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, et moi je reste sur ma position, c'est de dire c'est pas parce que l'auteur se suicide qu'en fait il ne devrait pas y avoir de procès. On devrait quand même pouvoir reconnaître la culpabilité de quelqu'un avec un avocat désigné qui représenterait ces personnes, mais pour les familles, il y a besoin de savoir, oui, c'est un tel qui est reconnu coupable du meurtre de ma fille, de mon fils, de mon enfant. Là, aujourd'hui, en fait, on renvoie ces familles dans la nature et on leur dit dégagez, il n'y a rien à voir. Or oui, il y a à voir. Il y a leur fille qui est morte, il y a leur sœur qui est morte. J'entends la frustration que vous pouvez ressentir. C'est vrai que je vais même employer un terme un peu fort, mais c'est une double peine pour vous. Il y a déjà la perte de votre enfant, la perte de votre sœur, et puis aussi l'absence de procès. Sauf qu'à un moment donné, Jean-Marc, on peut pas non plus poursuivre les héritiers. On ne peut pas, parce que Mais il ne s'agit même pas d'argent. On aurait pu imaginer ça. Non, mais c'est pas un problème d'argent. C'est juste reconnaître qui est coupable. Sauf que comment voulez-vous faire un procès qu'il y ait une culpabilité qui soit reconnue, alors que la personne n'est pas là pour s'expliquer, que du coup les éléments de l'enquête ne sont pas présents. Oui, mais la personne n'est pas là pour s'expliquer parce qu'elle s'est suicidée dans le cas présent. Donc Après, il a quand même fait ses aveux. Bah oui. Alors attention, moi pardonnez-moi en tant qu'auxiliaire de justice, il a fait ses aveux, mais lui il a expliqué aussi qu'il n'avait pas d'intention homicide. Ce qui veut dire qu'en fait, lui, il y a eu des violences qui ont amené à la mort, mais c'était sans intention de la donner. Donc tout l'enjeu du procès aurait été là. Et peut-être même que vous n'auriez pas été satisfaite de sa position et de sa version, parce que lui, il aurait pu expliquer tout et n'importe quoi, alors que vous, dans votre esprit, c'est lui le coupable. Là, aujourd'hui, de toute façon, l'action publique, c'est notre droit pénal français, fait en sorte qu'elle s'éteint avec la mort du suspect. Il y a un manque quelque part, excusez-moi maître, mais je l'ai déjà dit ici, je le maintiens, il y a un manque quelque part pour ces familles. Sauf que, de toute façon, je ne peux pas aller dans votre sens, Jean-Marc, et pardonnez-moi aussi au niveau des familles, parce que quand l'auteur présumé, puisqu'il est toujours juridiquement et judiciairement, il n'est pas reconnu coupable, d'accord ? Donc je suis obligée de tenir par rapport à notre code de procédure pénale. Le mis en cause, le mis en examen, il est pour l'instant pas reconnu coupable, il a avoué une partie des faits, mais à partir du moment où il s'est donné la mort, eh bien le système judiciaire ne peut pas le poursuivre. Donc, de toute façon, même si vous aviez été au procès, si tant est qu'un procès aurait pu se tenir... Excusez-moi, mais je vais poser une question très basique. Qui est coupable de la mort de Manon ? Et ben là, ça m'intéresse parce qu'en effet, il y a un problème au niveau de l'administration pénitentiaire. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que hier, notre garde des Sceaux a annoncé qu'il y avait une hausse du budget de l'administration pénitentiaire. Je dis ça. Non, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est qui est coupable ? C'est qui est coupable ? Aujourd'hui, Isabelle, si on lui dit qui a tué votre fille, légalement, elle ne peut pas dire c'est Dylan. Légalement, elle ne peut pas. Après, moralement, oui. Mais d'accord, mais il y a un problème. Excusez-moi, il y a un problème. Moi, le problème... Parce qu'il y a bien un meurtrier quelque part. Le problème, je le situe où ? Je le situe au fait que dans sa détention, il n'y avait pas de personnel suffisant de surveillance. Mais oui, mais ce qui veut dire que mine de rien, il y a eu un suicide qui a eu lieu, alors que s'il y avait eu le personnel suffisant, eh ben, ça aurait peut-être pas eu lieu et il y aurait pu avoir un procès. Vous voyez ce que je veux dire ? Excusez-moi, mais sauf qu'il avait quand même
des tentations suicidaires auparavant dans ses affaires. Donc le fait qu'il n'a pas été surveillé là de nos jours, je ne comprends pas. Mais voilà, c'est bien. Il y a plusieurs éléments, effectivement. Aujourd'hui, comment vous allez? Comment vous vous remettez? Mal. C'est une chose que je pense que je me remettrai jamais. Je me dis que s'il y aurait eu le procès, voilà, j'aurais pu avoir des réponses à mes questions. Là, j'en aurais jamais. J'aurais peut-être, enfin, je verrai l'enquête, ce qu'il a dit, ça va pas me soulager, c'est sûr. J'aurais que ses réponses à lui, et ça, je peux pas. Et vous, Tiffaine, comment ça va? Mal. Mal, parce que, enfin, on n'aura jamais les réponses aux questions, quoi. On saura jamais la vraie vérité. C'est quoi le plus dur aujourd'hui pour vous deux? Le plus dur, c'est qu'elle soit plus là. Après, on essaye de trouver, on essaye d'en parler aussi, savoir peut-être on a loupé quelque chose, peut-être alors du coup on se fait des films dans nos têtes en fait. Et non, à l'heure d'aujourd'hui, je culpabiliserai pas parce que j'ai rien à me reprocher. Et vous avez raison. Et c'est la bonne position. C'est comme ça qu'il faut l'aborder. Bon courage à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau.